Allez, on va commencer. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de l'association du Webtoon Café, la chaîne qui vous propose des espaces de libre-échange, de discussion et d'apprentissage autour du Webtoon francophone. Déjà, je vais vérifier est-ce que tout le monde va bien et surtout, est-ce que vous m'entendez? Le son est pas trop fort, tout va bien? Ah, vous m'entendez? Nickel, merci beaucoup. J'en profite pour dire si j'ai un peu une voix bizarre, c'est normal. Vas-y, c'est encore l'hiver, je suis un peu malade, mais c'est pas grave. Donc, ce soir, je vous propose de voir et d'apprendre avec vous la suite de mon introduction à l'anatomie. On arrive enfin à la troisième et à la dernière partie, ça y est. Je rappelle du coup que j'ai réalisé 2 premières parties en live et elles seront bientôt en rediffusion sur YouTube. Donc restez à l'affût sur la chaîne Insta, Twitch et tout ça. Donc la dernière fois, on avait vu les proportions humaines en dessin, on a vu le squelette humain, la description des muscles, les muscles du membre supérieur, les muscles du tronc. Et là, cette fois, dernière petite partie, on va voir les muscles du membre inférieur. J'en profite encore une fois pour préciser, je vais parfois utiliser des termes laborieux, genre pronation, supination, abduction, tout ça. Si je m'étale pas dessus, c'est normal, j'avais fait déjà un gros récap dessus sur le premier live. Mais si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, j'ai pas de souci à prendre à nouveau 5 minutes pour vous expliquer. Et je précise, il va y avoir beaucoup de termes compliqués. Donc si je bégaye, c'est normal. Parce que vas-y, au niveau élocution, c'est parfois compliqué. Donc, les muscles du membre inférieur. Le membre inférieur, je le répète, ça va être tout ce qui est la cuisse, la jambe, le pied. Membre supérieur, du coup, c'est le bras, l'avant-bras, etc. Pour l'introduction du coup du membre inférieur, voilà une petite vue d'ensemble. Sur chaque diapo, vous aurez le lien du site. Je me rappelle plus exactement du nom du site. Ce serait peut-être bien que je le donne. Bon, je le mettrai à la fin. Mais voilà, sachez que normalement, vous avez juste à screener et vous aurez très facilement accès au site dont j'ai récupéré les images. Donc, tout d'abord, dans la partie de la cuisse, nous avons les muscles de l'iliopsoasme. Dans l'iliopsoasme, on a le muscle iliaque qui agit de concert avec le grand psoas. Il intervient dans la flexion, l'adduction et la rotation de la hanche. Ouais, ça va être ça tout le long, je vous préviens. Ensuite, il y a le petit psoas. Lui, il permet la flexion de la cuisse sur le tronc ou celle du tronc sur la cuisse, en fonction du point d'appui. Il permet aussi la flexion et la rotation des vertèbres lombaires. Après le petit, forcément, il y a le grand, donc le grand psoas. L'action du grand psoas est principalement de soulever le haut de la jambe vers le corps lorsque le corps est fixe ou de tirer le corps vers la jambe lorsque la jambe est fixe. Après, nous avons les muscles glutéaux. Je ne sais pas si vous avez une ref, mais à un moment, il y a quelqu'un qui dit « Connais-tu le terme glutéal ?» Bah voilà. Le glutéal, ça vient justement du nom de ces muscles qui se trouvent être au niveau des fessiers. Donc les muscles glutéaux, on a le grand glutéal. Il est extenseur de la cuisse sur le bassin et rotateur latéral de la cuisse. Il est donc destiné principalement à la station debout, à la marche et à la course. De plus, il stabilise le bassin en s'opposant à son antéversion et donc antagoniste du muscle iliopsoas. Pareil, après le grand, il y a le moyen glutéal. Il permet la stabilisation latérale du bassin lors de l'appui unipodal, c'est-à-dire sur un pied. Il est abducteur de la cuisse sur le bassin et rotateur de la jambe. Ensuite, on a le petit glutéal.
il permet la rotation interne importante et, et aide à l'abduction et à la stabilisation de la hanche. Après, oui, c'est bon, il est sur ma diapo. On a le tenseur du fascia lata, à vos souhaits. Lui, il permet la rotation interne ainsi que l'abduction. Il sert également à la flexion de la hanche. Hop là. Donc, après les muscles glutéaux, nous avons donc la ceinture pelvienne avec les muscles pelvi-trochantériens. Dans ce groupe-là, on a l'obturateur interne. Excusez-moi, je connais les noms, mais même en les relisant, ça me fait sourire des fois. Donc, l'obturateur interne, lui, son rôle principal, ça consiste à assurer la rotation, la rotation externe du fémur, donc l'os de la cuisse. Lorsque le fémur demeure immobile, le muscle obturateur interne permet de ramener le bassin vers l'arrière. On parle alors de rétroversion du bassin. On a le carré fémoral, lui, il est rotateur externe et abducteur de la cuisse. Après, on a le piriforme, c'est un abducteur de la cuisse sur le bassin lorsque la hanche est en flexion supérieure à 90 degrés. Il est aussi rotateur externe de la cuisse en extension de la hanche. Après, on a le jumeau supérieur, il est rotateur externe et abducteur de la hanche. Et on a le jumeau inférieur, qui est rotateur latéral accessoire du fémur. Donc on a fini avec ce dernier groupe de muscles de la cuisse. Là on va parler de loge. Quand on parle de loge, de loge de muscles, c'est un regroupement de muscles. Donc, ça y est, arrive l'un des muscles qu'on connaît le mieux sur la cuisse, c'est le quadriceps. Lui, il est doté de 2 fonctions essentielles. Il est extenseur de la jambe au-dessus de la cuisse. Il participe par son faisceau droit antérieur à la flexion de la hanche. Il est fléchisseur de la cuisse sur le bassin. Et il est surtout responsable de la flexion du genou. Après, on a le sartorius. Lui, il participe à différents mouvements du membre supérieur, à la flexion de la hanche, la flexion du genou, l'abduction et la rotation latérale de la cuisse. Lui, en dessin, il est hyper intéressant parce qu'en fait, si on arrive à bien le placer, on a globalement tout le mouvement de la cuisse. Tout le mouvement en fait de la posture que vous allez essayer de donner. Donc ça va accentuer le dynamisme et ça va surtout permettre de dévoiler tous les volumes en vos dessins. Donc s'il y a un des muscles que je vous conseille de retenir qui n'est pas trop connu, c'est lui. Au niveau de la cuisse bien sûr. Ensuite on a l'articulaire du genou. Il met en tension de la capsule articulaire et la synoviale lors de l'extension de l'articulation. Hop là, donc ça c'était la loge antérieure. Ensuite nous avons la loge médiale, donc la loge des abducteurs. Dedans nous avons le pectiné. La fonction principale du pectiné est la flexion de la hanche, mais le muscle participe également à l'abduction et la rotation externe de la cuisse et sert notamment de stabilisateur pelvien. C'est notamment il permet notamment l'appui sur la jambe. Ensuite, on a le court adducteur. Lui, il est abducteur et rotateur externe de la cuisse. Le long adducteur, lui, il provoque l'adduction et la rotation latérale de l'articulation coxale. Le grand adducteur, c'est un muscle adducteur de la cuisse, rotateur externe de la cuisse et fléchisseur de la cuisse. Ensuite, on a le gracile. Ce muscle joue un rôle majeur dans le processus d'adduction et de rotation externe de la cuisse, de la hanche. Il intervient également dans le mécanisme de fléchissement et rotation externe. Là, ce qui est assez intéressant de retenir, retenez en fait un groupement de muscles, un regroupement, une loge, quoi. Donc, par rapport à la loge antérieure, retenez bien le sartorius et ensuite que ça fait à peu près 3 gros muscles. En fait, essayez de trouver les volumes, c'est ça.
Mais du coup, il y a un énorme volume au niveau antérieur. Et pour la loge des adducteurs, en dessin, c'est pas forcément hyper important de connaître tous les noms par cœur, mais retenez juste que ici il y a un groupement de muscles. Au niveau des volumes, il n'y en a pas un qui est plus gros que l'autre. Mais voilà, il y a un petit volume ici, et retenez plus la forme du volume global ici. Donc, après on a la loge postérieure, la loge des ischio-jambiers. Dedans, on a le semi-membraneux. Lui, il est fléchisseur de la jambe sur la cuisse. C'est un extenseur de la cuisse et un rotateur interne de la jambe lorsque le genou est fléchi. Après, on a le semi-tendineux. Il permet la flexion de la jambe. Et lorsque la jambe est fléchie, il est rotateur médial de la jambe et extenseur de la cuisse. Et le dernier, le biceps fémoral, lui, il joue un rôle dans 3 mouvements, c'est-à-dire l'extension de la cuisse, la flexion et la rotation externe de la jambe. Donc pareil, retenez beaucoup le volume en fait que ça rend. Et l'autre truc qu'on va voir, c'est au niveau de l'accroche, au niveau de la patella, donc du genou, de tous ces muscles. Parce qu'en effet, ça forme quelque chose d'intéressant qui s'appelle la patte doigt. C'est vraiment le nom. C'est-à-dire que tous les tendons, tous ces muscles s'accrochent plus ou moins au même endroit. Et en fait, quand on regarde une coupe anatomique, ça fait vraiment la forme d'une patte doigt. Et donc, au niveau de la patte doigt... Oh mince, je ne l'ai pas noté dans mes notes. Pardon, excusez-moi. Donc, globalement, au niveau de la patte doigt, on a le sartorius, le semi-tendineux et le gracile. Là, j'ai pas besoin de me réétaler sur ce qu'ils font. Mais juste, ce qui est également intéressant de retenir là-dessus, c'est que du coup, au niveau de la patella, donc du genou, il y a tous ces petits volumes et une forme assez marquée qui ressort. Après, on passe donc aux muscles de la jambe. Là, c'est beaucoup plus rapide que pour les précédents lives. Là, il y a beaucoup moins de muscles. Mais je ne pouvais pas me permettre de faire cette partie-là dans les lives précédents. Ça aurait été trop indigeste. Donc, les muscles de la jambe. Même principe que pour la cuisse. Ça fonctionne en termes de loge. La loge antérieure. On a le long extenseur des doigts. C'est une extension, il permet l'extension des doigts et du poignet. En l'occurrence, c'est le poignet, la cheville. Et il aide l'extension du coude. Oula, qu'est-ce que j'ai noté? Bah non, Oula, ça c'est la fatigue. Donc Non, et en fait, il permet l'extension des orteils, de la cheville, et il aide à l'extension au niveau de la cheville. Après, on a le long extenseur de l'hallux. Il étend l'hallux et provoque la flexion dorsale du pied. L'hallux, c'est le gros orteil. Ensuite, on a le troisième fibulaire. Il est releveur du bord latéral externe du pied, pronateur et fléchisseur dorsal. Il permet donc l'éversion. Ah, c'est bon. Il y avait qu'un truc que je voulais dire, mais que j'avais oublié. En fait, au niveau de la jambe, ce qui est assez intéressant, c'est que ça fonctionne à peu près pareil que l'avant-bras. C'est-à-dire qu'on va avoir une loge principalement d'extenseurs, une loge principalement de fléchisseurs. Et tous ces muscles-là sont vraiment là pour permettre de mouvoir soit les orteils, soit les doigts. Voilà, c'est le parallèle qu'on peut faire. Ensuite, au niveau de la loge postérieure, on a le triceps sural. C'est l'ensemble du muscle du triceps sural et extenseur du pied ou fléchisseur plantaire de la cheville. C'est donc le muscle de la marche et du saut qui permet de ramener l'arrière du pied vers le haut, donc d'abaisser les orteils ou d'élever le talon quand le pied est au sol. On a le plantaire.
le muscle plantaire n'a pas de rôle moteur majeur, mais on peut penser à une protection dans les démarrages rapides, donc les sprints, parce que notamment on a remarqué que les sprinteurs ils se le claquent souvent. On a le poplité. Celui-là, je l'aime bien. Il permet la rotation interne de la jambe, la flexion de la jambe sur la cuisse et continue à stabiliser l'articulation du genou quand il tombe. Et en fait, l'endroit derrière notre genou qui fait un peu vide, c'est ce qu'on appelle la fausse poplité. Voilà. On a le tibial postérieur. Il a comme principale action l'inversion et la flexion plantaire du pied. De plus, il s'agit du principal inverseur de la cheville et plus précisément de l'arrière-pied. Et encore une fois, le long extenseur des doigts, le long extenseur de la luxe. On a le soléaire, il est extenseur du pied, fléchisseur plantaire, ce qui permet de stabiliser la jambe sur le pied en station debout, avec l'ensemble du muscle du triceps sural, est un extenseur très puissant du pied. On a le muscle gastrocnémien, excusez-moi pour la prononciation. Lui, il a une action couplée sur le genou et à l'arrière du pied. Il participe à la flexion du genou. Donc dans les volumes intéressants à noter, c'est le gastrocnémien. Voilà. Désolée encore une fois pour ma prononciation. Donc c'est vraiment celui-là qui fait comme un double muscle au niveau du mollet. Parce qu'il se voit un tout petit peu quand on est de face. Il se voit beaucoup sur le côté et quand on est de dos. Donc c'est le volume le plus important de la jambe. Ensuite, on a au niveau de la loge latérale le long fibulaire. Lui, il est fléchisseur plantaire du pied sur la jambe, adducteur et rotateur latéral du pied. Ensuite, on a le court fibulaire. Il est adducteur et rotateur latéral du pied. Il est fléchisseur dorsal ou fléchisseur plantaire de la cheville, selon les auteurs. Son action sur la flexion est donc probablement relativement neutre. Il fait partie des muscles éverseurs du pied, contrairement aux muscles long fibulaires. Après qu'on ait fini la jambe, on va passer au pied. Donc voici la face dorsale, composée d'adducteurs du petit orteil. Non, oui, j'ai mal lu, excusez-moi. La face dorsale, composée de courts extenseurs des orteils. Donc lui, il permet de réaliser une extension des orteils, c'est-à-dire d'élever lorsque le pied est à plat. Enfin, élever les orteils, bien sûr. Il participe également au mouvement de rotation externe du pied et consiste à tourner les orteils vers le dehors. On a ensuite 4 interosseaux dorsaux du pied. Eux, ils sont fléchisseurs de la première phalange sur le métatarsien correspondant et écartent les 3e et 4e orteils de l'axe du pied. Ensuite, la face plantaire superficielle. C'est là où on a les adducteurs du petit orteil. Eux, ils sont responsables de l'abduction et de la flexion du 5e orteil. Ce muscle est essentiellement marqué par la couche adipeuse de la plante du pied. Il est innervé par le nerf plantaire latéral. On a l'adducteur de la luxe. Il porte le gros orteil en flexion et en adduction par rapport à l'axe médian du pied. Le court fléchisseur des orteils. Ce muscle soutient également la voûte longitudinale du pied et stabilise le pied pendant la marche et la course. Hop là. La face plantaire moyenne. On a donc 4 muscles lombricaux du pied qui ont une action commune avec les tendons et provoquent la flexion et l'articulation digitale correspondante. Le carré plantaire. Lui, il se termine sur le bord latéral du tendon du muscle long fléchisseur des orteils. Il concourt à la flexion des 4 derniers orteils et corrige l'obliquité du muscle long fléchisseur des orteils. Tu préfères étudier les pieds comme ça que reproduire les références de pieds sur Line of Action. En vrai, moi,
je me permets cette parenthèse. Je trouve que en anatomie, euh, après je suis une fan d'anatomie, j'adore ça, mais c'est hyper intéressant de savoir ce que tu dessines, pourquoi c'est là. Et une fois que tu sais, là ça devient plus intéressant de dessiner des pieds sur par exemple line of action, ou à reprendre une photo de ton pied, etc. À chaque fois, je me force, je me découte toute seule en étudiant les pieds. Ça va le faire. Je comprends. Moi, perso, ma technique, c'est anatomie. J'apprends. Je connais mes volumes, tout ça. Ensuite, je fais par des formes géométriques. Après, je fais par des tâches. En mode... c'est comme des formes géométriques, mais c'est juste à plat de noir, à plat de blanc. Ça me permet de marquer mes volumes et de pas me prendre la tête sur le détail et pas me dire je dessine un pied. Parce que voilà. Et une fois que je continue mon process, que je m'améliore, bah là, je me mets une image de référence de pied merveilleuse et très glamour et je me lance. Voilà. Euh, donc, bah, si vous voulez, pendant la foire aux questions, n'hésitez pas à me demander des conseils ou si bah, vous avez besoin de que je me prononce sur certaines choses. Bref. Du coup, où j'en étais donc à la phase plantaire moyenne que je finis. On a donc la phase plantaire profonde. Dans la phase plantaire profonde, on a donc 3 muscles interosseuplantaires, le court fléchisseur du petit orteil, l'adducteur de l'hallux encore une fois, et le court fléchisseur de l'hallux. Hop. Ouais. Ensuite... Ouais, non, bah, du coup, c'est bon. On a fini sur le pied. Et donc, on a fait globalement tout le membre inférieur. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez que je remette une diapo sur les muscles de la cuisse, il n'y a pas de souci. Normalement, j'avais une petite diapo où je mettais plein de références en anatomie. Mais étant donné que j'en ai parlé dans le premier live, je l'ai affiché beaucoup de fois dans le deuxième, je ne l'ai pas remise. Mais voilà, je peux le dire oralement si besoin. Mais ouais, je peux me permettre de dire comment ça s'est passé, au moins mon parcours en anatomie. Bah déjà, j'ai eu la chance de faire une année en école d'infirmière, donc forcément ça a beaucoup aidé. C'est bon, les os, les 203 os du corps humain, c'est bon, je les connais. Les muscles, c'est un peu compliqué de retenir tous les noms, mais bah, comme je disais, je me suis beaucoup attardée en dessin à reconnaître les volumes les plus importants. Parce que c'est en comprenant les volumes du corps qui fait que on arrive à rendre un dessin beaucoup plus dynamique, beaucoup plus vivant et donc beaucoup plus attractif. D'où le fait que je prône vraiment l'anatomie haut et fort. Aussi, là je donnerai des conseils que mes professeurs m'ont donnés. Quand vous étudiez l'anatomie, par exemple via photo, line, les 203 autres, pardon. Quand vous étudiez via une photo de référence ou avec un modèle vivant, ce que je conseillerais, c'est d'abord faire des pauses très rapides. Au lieu de faire des pauses longues, faites des pauses très rapides et forcez-vous en fait à mettre les lignes principales de mouvement. Et gardez cette habitude de hop hop, en 3 lignes, ça y est, vous avez résumé la pose et surtout le dynamisme et le mouvement de la pose. Comment vous vous entraînez à les dessiner? Je veux dire, par là, vous utilisez des sites pour les références, vous pratiquez. Moi, du coup, je suis encore en école, donc j'ai la chance d'avoir des professeurs et aussi des cours de modèles vivants. Mais je sais qu'il y a des cafés qui font cours de modèles vivants ou ailleurs, il y a des sites comme Line of Action, des livres comme Morphos. Donc moi, ce que je conseille pour l'apprendre, c'est
site internet, livres, documentation. Allez à la bibliothèque, s'il vous plaît. Si possible, vous pouvez avoir accès à des cours de modèles vivants. Et là, soit vous êtes face à une référence 2D, soit, ce qui est hyper intéressant, vous avez un modèle vivant. Ce que je disais, c'est vraiment entraînez-vous sur des pauses courtes, 2 minutes, 1 minute, 30 secondes si vous vous chauffez bien. Et posez plus, dans un premier temps, des lignes, des formes géométriques. Et après, vous courbez vos traits. Pareil, ce qui est super intéressant pour comprendre les volumes, c'est de travailler sous forme de tâches. Imaginez, vous avez le portrait de quelqu'un à faire, quelqu'un veut bien poser pour vous, oui. Et au lieu de voir un visage, des yeux, voyez des taches, voyez des formes. Donc par exemple, le nez, le côté droit du nez va être plus foncé, au niveau du rond du nez, là, ça va être plus clair. Et voyez vraiment que des formes. Et grâce à ça, vous allez construire vos volumes, vous allez comprendre où se place quoi. Et petit à petit, vous allez affirmer vos traits. Pareil, ce que je conseille aussi, c'est ne presque jamais gommer. Affirmez votre trait. Ne faites pas des petits traits en ayant peur de l'erreur. C'est vraiment le fait de faire des erreurs qui va vous faire que vous allez vous améliorer. Acceptez la frustration de l'échec parce que c'est par les échecs et le fait de répéter, de continuer, que vous allez acquérir beaucoup plus d'expérience et de compétences. Je suis une fada de l'échec, entre guillemets. Je prône énormément le fait d'essayer, d'échouer, apprendre, s'améliorer. Et c'est parfois frustrant et ça peut être très rageant, mais je trouve que c'est l'une des méthodes qui permet le mieux d'évoluer. Et j'ai envie de dire, ayez un esprit shonen en fait. En mode, vous avez un objectif bien précis, donnez-vous tous les moyens, et c'est pas grave si on échoue, c'est en échouant qu'on retombe sur ses pattes et qu'on fonce. Donc voilà les conseils que je peux donner, un peu en mode mental. Ok, je vois, merci beaucoup d'avoir... Mais pas de souci, je suis là pour ça. En anatomie, ouais, je serais plus d'avis de... Connaissez au moins les muscles principaux, repérez les volumes les plus importants. Si vous avez vraiment envie d'être fort en anatomie, vous pouvez faire ce qu'on appelle des écorchés. J'en ai parlé dans mon premier live. Et notre animatrice Poison Volant Poison Violent. Ça y est, je commence à avoir des problèmes d'élocution. Elle va commencer à faire des lives dessus. Donc, soyez à l'affût, ça va être super intéressant. Perso, je me suis pas mal améliorée en commençant à sketcher avec des crayons de couleur. Oui, faire avec des crayons de couleur, c'est super sympa. Moi, mon défaut, c'est que j'ai tendance à un peu trop appuyer. Je suis un peu trop une sanguine sur mes crayons quand je sketch. Et du coup, mes traits, ça fait un fouillis. Mais d'un autre côté, ça permet d'apprendre à avoir un trait, comment dire, déterminé. On sait ce qu'on fait, mais sans appuyer. Donc ça aussi, c'est vraiment, entre guillemets, pas mal. Après, du coup, il y a les écorchés où si vous ne vous sentez pas encore à l'aise, ce que je conseille, c'est vous prenez une photo de référence, vous l'imprimez, et ensuite vous dessinez par-dessus les muscles et vous essayez de les nommer. Donc là, ça vous entraîne en même temps à capter les volumes et en même temps à reconnaître quel muscle se place où, pourquoi, etc. Une fois que vous avez cette compétence-là, maintenant vous dessinez le modèle et vous placez les muscles par-dessus. Là, ça va être plus compliqué. Et après, faites-vous des fiches si vraiment vous êtes chaud et déter. Et oui, globalement, après, c'est de la pratique. Essayez de varier les outils. Faites du coup des fois avec du line. Et bonus, selon moi, beaucoup plus joli que les critères. Oui, j'avoue, les crayons de couleur, c'est plus joli parfois. Ah oui, nous dans mon école, on travaille beaucoup avec des critériums de crayons de couleur avec des mils de 0,7 mm. C'est beaucoup plus pratique.
Donc voilà, je pose ça là, c'est super intéressant. Il y en a dans des magasins d'art. C'est pas si difficile à trouver que ça. Par contre, c'est un prix. C'est pas irraisonnable, mais c'est un coût. Euh, je sais plus où j'en étais. Euh, Bah écoutez, si vous avez pas d'autres questions. Bon, bah mon mot de la fin, ce sera surtout dans un premier temps, tout géométriser. Des traits droits, toujours droits. Ensuite, vous les courbez, vous donnez la forme. Mais commencez tout de suite par des traits droits, les traits principaux qui vous donnent l'action de votre sujet. Et la géométrisation. Parce qu'une fois que vous êtes perdu dans un dessin, ce qui vous sauve, c'est la géométrisation. Et après, une fois qu'on comprend vos volumes, votre dessin devient plus lisible, beaucoup plus dynamique. J'adore ce mot. et, euh, et ouais, à force de vous entraîner comme ça va vous permettre de développer différentes compétences, d'améliorer votre dessin. Et je vais terminer par observer tout autour de vous. Parce que le monde est une source constante de référence et d'apprentissage. Observez tout autour de vous, vraiment. Vous allez apprendre plein de choses, vous allez découvrir plein de choses. Donc, sur ce joli mot de la fin, merci d'avoir assisté à ce live et d'y avoir participé dans le chat. Merci de m'avoir tenu compagnie surtout. Si ce live vous a plu, vous pouvez rejoindre l'association via le lien que je vais bientôt vous partager, le temps que je le trouve. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à rester à l'affût de tout ce qui se passe dans l'association. Et merci surtout à nous baristas qui nous réservent encore plein de surprises. Donc mon live est couplé, c'est un peu une introduction au live de Poison, qui va faire des lives justement d'écorchés sur de l'anatomie. Là, par contre, ce sera beaucoup moins niveau plus intermédiaire avancé. D'où l'intérêt que je fasse ce live un peu plus chill. Hop, voilà le lien de notre association. Donc restez à l'affût de toutes les news sur notre Instagram, tout ça. Passez une très belle soirée et merci encore d'avoir été avec nous. Passez une bonne soirée.